Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et comment va notre ami Jean-Luc ce matin? Bonjour Dame Laurence, il va bien? Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui sont sans doute en vacances, à la plage, en vacances. Ou pas. Ou Parce qu'il y en a qui vont sont partir à au mois l'apéro, d'août. parce que là, ils vont. C'est l'heure de l'apéro quand même. Quand on est en ça vacances. tombe bien, c'est l'heure de partir l'apéro. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Laurence Perrault, ça tombe bien. 24 juillet, oh là là, que le temps passe vite. On est déjà pratiquement à la moitié de cette coupure estivale, c'est dingue. C'est fou, hein. C'est fou. Bon, en tout cas, pour le programme d'aujourd'hui, pour ce 24 juillet, on va entre autres parler du dépannage sur la route des vacances. Que doit-on faire? Oui. Parce que ça peut arriver. On va appeler aujourd'hui un dépanneur en étant content de l'appeler, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Oui. Et il va nous expliquer par contre ce qu'il faut faire si on tombe en panne. Ça peut arriver, hein. Ça arrive de moins en moins, mais ça peut tout de même arriver. Voilà. Et si vous avez vous aussi des questions en les écoutant, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. D'ailleurs, les dépanneurs qui seront à l'honneur sur l'émission spéciale du mois d'août, puisqu'on a besoin de toute l'année et en particulier l'été. Quel essai auto nous proposez-vous, l'ami Jean-Luc? Rien que le titre, ça va prendre toute l'émission. C'est un Land Rover Discovery Sport hybride flex-fuel. Oula! Voilà. Okay. Alors, il mélange à la fois l'hybridation et flex-fuel, ça veut dire qu'il fonctionne à l'éthanol. Je l'ai essayé dans la région de Bordeaux, où on produit dans la région de Bordeaux du vin. Ouais, aussi, du gel hydroalcoolique aussi. Ou des produits de beauté pour les femmes. Exactement, ou de l'éthanol, je vous explique tout à l'heure. Et puis évidemment, vous savez que c'est votre rendez-vous. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour toutes vos questions. Les questions pratiques auto, c'est avec notre ami Jean-Luc et vous nous retrouvez aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, nous sommes le samedi 24 juillet. On est content de parler auto avec vous sur Sud Radio. C'est parti. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et la première question pratique de cette émission nous emmène du côté de Libourne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour ma chère Laurence. Bonjour. Maître Moreau, on pourrait dire. Bonjour Jean-Pierre, je vous aime beaucoup Jean-Pierre. Non, c'est Philippe. On se connaît pas. C'est Philippe, parce que Jean-Pierre c'est son nom de famille. C'est son nom de famille, oui. d'accord. Oui. Philippe Jean-Pierre. C'est Philippe, ok, pardon. Alors, votre question, Philippe? Alors, c'est pas une question que j'ai posée vraiment, mais bon, nous sommes propriétaires avec ma charmante épouse d'une Fiat 500 qui est magnifique, qui est super, qui est un modèle un petit peu privilégié, qui est belle comme tout, et malheureusement cette Fiat 500 elle est équipée d'une boîte automatique qui a posé beaucoup de problèmes. Alors elle est pas toute neuve, hein, elle a quelques années, mais elle n'a pas beaucoup de kilomètres, et donc j'aurais aimé... Elle est de quelle année la voiture? Elle est de 2011 en fait. 2011, d'accord. 2011, c'est quoi comme modèle exactement? C'est une version un modèle de essence, base, diesel, c'est quoi? Ouais, c'est un modèle essence, décapotable, joli comme tout. Je crois c'est une seconde main. Elle avait été faite pour l'ami d'un couturier, donc elle est tout en cuir rouge à l'intérieur. Ah oui, sympa. Et vous l'aviez acheté d'occasion, donc elle avait combien de kilomètres lorsque vous l'aviez acheté? Alors elle avait 40 000. Oui, d'accord. Okay. Et donc là, vous avez souci avec la boîte automatique, qui est une boîte dual logique, c'est une boîte robotisée, c'est ça? Oui. Et le problème, c'est que on a déjà changé la boîte une fois, quoi. Ah, vous l'avez changé il y a combien de temps la boîte? Il y a 1 an et demi, on l'a changé. Nous, on l'avait acheté à 40 000 et on l'a changé à 50 000. La voiture, elle doit avoir 60 000 là maintenant. Ouais. Et vous l'avez fait changer dans le réseau Fiat, c'est important comme question. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, normalement, le concessionnaire doit vous la reprendre. Pourquoi? Parce qu'elle est garantie 2 ans, la boîte. Oui, mais elle est d'occasion. Eh ben oui. Elle était d'occasion. C'est une boîte d'occasion qui a été montée sur la voiture? Non, c'est une boîte neuve. Oui, une boîte neuve, elle est garantie 2 ans. Oui, alors, elle recommence un petit peu à craquer, notamment du passage entre la marche avant et la marche arrière. C'est un problème d'embrayage alors, si ça craque. Mais vous allez retourner voir votre concessionnaire. Bon, hors antenne, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées, on va prendre le numéro de série de la voiture, le nom du concessionnaire. Mais à partir du moment où l'opération de remplacement de la boîte de vitesse... Alors déjà, est-ce que Fiat avait participé au remplacement de la boîte? Je ne pense pas, parce que ça nous avait coûté... Enfin, c'est l'année dernière, ça a coûté 2 800 € quand même, de changer la boîte. Ouais, mais je pense qu'ils ont participé. Parce qu'à mon avis, 2 800 €, la boîte, c'est plus cher que ça avec la main-d'œuvre. C'est vrai que ça fait combien à peu près le package complet si Fiat n'avait pas participé? Vous pouvez aller entre 4 et 5 000 €. D'accord. Mais si vous voulez, Jean-Luc, je suis d'accord avec vous, mais c'était pas trop le sujet sur lequel je voulais parler, c'est que
apparemment, c'est un problème qui est hyper récurrent chez Oui, c'est un problème qui est connu sur ce modèle-là. Oui, c'est un problème qui est connu. Mais ce qui compte, là, de toute façon, votre boîte a été changée, elle retombe en panne. Aujourd'hui, peu importe de savoir si la boîte est fiable ou pas, la réponse c'est non, c'est pas très fiable, effectivement. Et Fiat reconnaît qu'il y a des soucis sur cette boîte-là. La question, c'est est-ce que vous allez devoir payer de nouveau le remplacement de la boîte ? À partir du moment où vous me dites c'était il y a 1 an et demi, la boîte, elle est garantie 2 ans, donc normalement, ils doivent prendre en charge la réparation ou le remplacement de la boîte de vitesse. Et donc, il ne faut pas attendre... Oui, monsieur. Le problème, c'est qu'au début, ça ne le fait pas tout le temps. Alors, de temps en temps, il y a un petit craquement. Donc, c'est compliqué d'aller dans un garage et de dire... voilà. Moi, c'était plus l'idée, et c'est vrai que quand vous allez sur Internet, il y en a des paquets et des paquets. Je ne comprends pas que Fiat continue à commercialiser des voitures comme ça. Mais ils ont résolu le problème depuis. Le problème, votre voiture, elle est de 2011, donc elle commence à dater. Alors, c'est ce qu'on appelle un vice caché. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être pris en compte par la garantie légale des vices cachés. Mais la garantie légale des vices cachés, elle ne court pas toute la vie du véhicule. C'est limité à 5 ans. Donc aujourd'hui, les constructeurs se réfugient derrière ça. En général, quand il y a des vrais problèmes sur les voitures. Alors certains constructeurs ne pratiquent pas la politique de l'autruche, mais d'autres, oui. Donc ils attendent que la situation se dégrade et ils se disent on va passer les 5 ans, on est peinard, on ne sera pas obligé de prendre sous garantie. Alors Fiat, ils ont une politique un petit peu différente. Eux, jusqu'à 6 ans, ils acceptaient la prise en charge partielle ou totale en fonction du véhicule. C'est des cas particuliers à chaque fois. Donc ils étudiaient au cas particulier, ils prenaient en charge jusqu'à 6 ans. Une fois qu'on dépassait 6 ans, on comprend bien qu'une voiture, c'est pas garanti toute la vie, même si elle a peu de kilomètres. Dans votre cas, le fait que vous ayez remplacé la boîte de vitesse et que moins de 2 ans après, elle retombe en panne, en tout cas, il y a la garantie. Voilà, il y a la garantie qui doit normalement s'appliquer et votre concessionnaire qui a fait la réparation va vous reprendre la voiture pour régler ce détail. Je vous dis, à mon sens, c'est l'embrayage. Il faut le faire maintenant. Par contre, il faut le faire maintenant. Oui, il faut le faire maintenant. Non, mais ce que dit Philippe est intéressant. C'est est-ce qu'ils ont réglé le problème pour les Fiat maintenant aujourd'hui ? Est-ce que les Fiat 500 ont toujours ce souci-là ou pas ? Alors la nouvelle 500, elle n'a pas ce problème-là puisqu'elle est électrique. Alors donc il n'y aura pas le souci de la boîte de vitesse. Mais le problème de cette boîte robotisée dual logique, c'était un problème de pilotage de l'embrayage, parce que vous savez qu'une boîte robotisée, en fait, c'est une boîte mécanique et c'est un robot qui passe les vitesses à votre place. Donc, ce qui posait des problèmes, c'était souvent le système d'embrayage double de la boîte et ils ont eu vraiment pas mal de soucis avec ça. Alors, dire que toutes les boîtes dual logiques sont tombées en panne, c'est pas vrai. Mais par contre, si vous allez effectivement regarder sur Internet, sur les forums, vous allez en trouver des pages et des pages. Après, chaque cas est un cas particulier. Philippe, quand elle est tombée en panne, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont jamais vécu ça? Comme ça, les personnes reconnaîtront peut-être ce qui va se passer si un jour ça leur arrive. Ce qui s'est passé, c'est que ça craque très très fort et puis elle repart sur un plateau parce qu'il n'y a plus rien qui passe. D'accord, et elle n'avance plus du tout? Non. Donc voilà. Mais là, la situation, c'était pas la situation. Le problème, c'est on se dit, est-ce qu'on la revend? Non, mais faites-la réparer là. Faites-la réparer. En fait, je vais vous filer un coup de main et puis si jamais il la revend là, le futur, c'est que le futur acheteur peut se retourner contre vous en disant. Bien sûr, vous étiez au courant du problème avant. Vous allez vendre votre voiture à quelqu'un. C'est vous qui allez l'avoir dans le baba. Si vous lui dites la boîte elle marche pas, il va vous la racheter une misère la voiture. Et si vous lui cachez le problème et qu'il se rende compte, par exemple, il écoute Sud Radio et il se rend compte que vous avez parlé de ce problème à l'antenne, donc vous étiez au courant, vous êtes foutu quoi. Vous serez obligé de lui rembourser la voiture. Par contre, ce qu'on va faire pour oui, Philippe. Jean-Luc, j'ai rien contre Fiat. J'ai eu la plus rigolote voiture de chez Fiat que j'adorais, c'était le Multipla. Mon Dieu! J'ai fait près de 300 000 km et j'ai jamais eu un souci. Ah ouais, à part faire peur aux enfants, vous n'avez pas eu de souci? Oui. C'est vrai qu'elle n'était pas très belle côté esthétique extérieure. Philippe, on va s'occuper du coup. On va s'occuper de vous, mais on va. Votre problème, comme je vous dis, vous êtes 1 an et demi, c'est bon, ça va passer, je pense. On fait ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que hors antenne, on va vous recontacter, vous nous donnez tout ce qu'il faut savoir, et puis on vous recontactera. Vous m'envoyez un chèque de 20 000 €, je m'occupe de tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, maître. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. De rien. Bonne journée, au revoir. Un bel été. Merci beaucoup. Au revoir. Il a bien commencé. Je suis en maillot avec juste le peigne. Oh non, ça va. Non. Allez, on vous embrasse. Passez un beau mois de juillet. Nous attaquons pratiquement la dernière semaine de ce mois de juillet, samedi 24. Dans quelques
quelques instants, d'ailleurs, vous allez peut-être... tomber en panne. Oui, non, mais c'est parce que je pensais que le week-end prochain, là c'est un week-end fort, mais le week-end prochain c'est le fameux chassé-croisé de l'été. Ouais. Donc obligatoirement, il y en a qui travaillent tout le temps, qui sont tout le temps au taquet, ce sont les dépanneurs, mais sur ce week-end-là, ça va être plus. Bah, tiens, on va rencontrer un super dépanneur sur la route des vacances, ce sera dans quelques instants. Il s'appelle Luc Le Baron, il est garagiste, dépanneur et président de l'association Fier d'être dépanneur. Il sera avec nous en direct sur Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto avec vous, bien sûr, et avec l'ami Jean-Luc. Merci d'ailleurs à vous tous qui êtes déjà en train de nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio. C'est toujours un vrai bonheur d'être en votre compagnie. Et dans quelques instants, eh bien, nous parlerons aussi aux alentours de midi moins le quart de pneus avec un quiz assez rigolo que vous allez nous proposer pour les vacances. Mais on n'en dit pas plus, mais on va pouvoir jouer en plus en écoutant Sud Radio. Surtout, je vais pouvoir vous poser plein de questions, Dame Laurence. Oui, d'accord, monsieur Jean-Luc. C'est des idées reçues sur les pneus. D'accord. Je me suis dit, tiens, c'est l'été, on va parler de boudin. Et vous dites ça en me regardant. Non, pas de rapport. Ah non, l'ami Jean-Luc. Non, pas de rapport. On va parler boudin. Non, mais j'y crois pas. Bon, ben moi, je vais bien commencer mes vacances. Bon, voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Excusez-moi, mais ça me fait mourir de rire. Ce genre de blague à 2 balles. Je crois que ça s'appelle... J'aurais pu dire on va parler pneus, parce que c'est vrai qu'il y en a plein sur les plages, des pneus pendant l'été aussi. Et vous nous dites, on les a en me regardant droit dans les yeux, on va parler boudin. Ça n'avait pas de rapport, Laurence. Je ne sais pas, mais moi ça me fait rire. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va parler des panaches. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. On aura bien besoin d'un dépanneur si ça existait pour la radio. C'est ça. Dans notre rendez-vous de sécurité, on a eu envie aujourd'hui de parler dépannage sur la route des vacances. Que doit-on faire? Et en fait, on a invité quelqu'un qui sera avec nous tous les samedis du mois d'août de 11h à midi. C'est un grand dépanneur. Il s'agit de Luc Le Baron. Bonjour Luc. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Luc. Ouais, alors exceptionnellement, on est heureux de vous avoir en ligne parce que d'habitude, quand on vous appelle, c'est pas la joie. Je voulais spécifier que je ne dépannais pas les boudins. Mais ça va me rester toute cette émission. Les petits boudins. Les boudins qui éclatent. Les boudins qui éclatent sur l'autoroute. Oui, voilà. Bon, parlons pneus. Juste pour bien vous présenter, Luc, un mot sur vous. Vous êtes vous-même concessionnaire et garagiste. Vous êtes dépanneur et vous êtes président de l'association Fier d'être dépanneur. Alors, un mot sur ce métier dont on ne peut pas se passer. Un mot sur ce métier, c'est qu'on est un petit peu les Saint-Bernard de la route. On essaye de se donner pour dépanner les gens, pour être là quand les gens en ont besoin, quand ils sont un petit peu en période de détresse. Parce que c'est vrai que quand on tombe en panne sur l'autoroute, ça fait on a un peu peur, on est stressé, etc. Donc on est là pour les rassurer, pour rassurer les gens et puis pour les sortir un petit peu de cette mauvaise passe, quoi. Alors on va en parler. Alors j'imagine que l'été, c'est votre grosse période pour vous. L'été, c'est une période importante, oui, parce qu'il y a tous les départs sur l'autoroute, il y a les chaleurs qui sont un petit peu contraignantes pour le véhicule, il y a les gens sont dans les voitures avec les enfants, il y a les voitures sont chargées, les voitures sont chargées, tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant qu'en période normale de l'année où les gens sont tout seuls dans leur voiture, etc. C'est vrai que c'est plus compliqué. Oui, alors comment on fait d'ailleurs, puisqu'on est en pleine période de vacances, on est le 24 juillet. Comment on fait quand on tombe en panne? Voilà, quand on tombe en panne. Alors, on a plusieurs cas de figure, nationale, enfin on va dire route et autoroute. Alors on commence par l'autoroute, puisque c'est sans doute beaucoup vont le prendre encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà sur la route aujourd'hui. Alors, moi, ce que je leur conseillerais, c'est que s'ils tombent en panne, c'est de tout de suite se mettre sur la bande d'urgence, la bande d'arrêt d'urgence, le plus à droite possible. Et essayer de sortir dans la mesure du possible de leur véhicule en toute sécurité, bien regarder qu'ils puissent le faire. Et sortir côté non côté pas champ, côté route, côté champ, mais de l'autre côté. Parce pas côté route, essayer de si vous avez un camion qui passe, c'est la fin des vacances. Exactement. Mais essayer de se mettre, s'il y a les enfants dans la voiture, se mettre de l'autre côté de la barrière de sécurité
et de se mettre tout de suite en sécurité. Parce que c'est vrai que le fait d'être sur une bande d'arrêt d'urgence, on en reparlera certainement un peu plus tard, mais se mettre derrière une bande d'arrêt d'urgence, c'est pas forcément la sécurité. Non, c'est 20 minutes d'espérance de vie, disent les compagnies d'autoroute. Bon, alors comment ils trouvent ce chiffre, j'en sais rien. C'est une moyenne en fait. C'est une moyenne. Alors on n'oublie pas de mettre son gilet jaune avant de sortir. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une manif, on va se mettre en sécurité. On met ses warnings, on met pas le triangle sur l'autoroute parce qu'il risque de s'envoler si un camion passe. C'est un risque supplémentaire. Alors, juste une chose d'ailleurs, monsieur le baron, c'est qu'on va tout de suite en parler pour tous ceux qui sont sur la route aujourd'hui et qui écoutent Sud Radio, le corridor de sécurité. On va en parler tout de suite, après on revient sur les conseils. Voilà, alors moi, c'est vrai que nous, on a travaillé beaucoup sur notre sécurité, sur la sécurité de tous les intervenants autoroute, la police, les gendarmes, les patrouilleurs autoroute, qui sont bien souvent les premiers sujets aux heures. C'est quand les gens voient des warnings ou des gyrophares, etc., ou des gens qui travaillent sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est de s'écarter dans la mesure du possible, c'est de ralentir et de s'écarter. Sur la voie, si c'est une autoroute normale à 3 voies, c'est de s'écarter sur la voie du milieu et de laisser la première voie, la V1, en espace de sécurité pour les intervenants. C'est pas tout le monde qui le fait. Il y a beaucoup d'accidents, effectivement, avec les voitures d'intervention sur l'autoroute. Alors, les routiers, je pense qu'il y a des routiers aussi qui nous écoutent, c'est de respecter les espaces de sécurité entre eux, c'est de ne pas se suivre trop près, parce qu'en fait, le premier voit le danger. Et le deuxième et le troisième ne voient pas. Donc c'est un peu ça que l'on craint particulièrement sur les autoroutes. Voilà, c'est de s'écarter. En fait, on dit toujours d'écarter le danger, mais le corridor de sécurité, c'est ça, c'est d'écarter et de laisser un espace de sécurité pour que les gens puissent travailler en toute sécurité. Alors on appelle qui sur l'autoroute quand on est en panne? Alors avant il y avait les bornes oranges, mais elles fonctionnent plus la plupart du temps. On a nos téléphones portables. Alors on peut appeler. Alors il y a une application a priori qui fonctionne bien. Alors je ne sais plus. Non mais je crois que même quand vous appelez sur Waze, ça vous géolocalise et si vous êtes sur une autoroute, c'est directement les services qui sont compétents sur l'autoroute qui sont prévenus. Et notre assurance. On peut appeler appeler l'assurance aussi si on est en sécurité et qu'on est de l'autre côté de la barrière de sécurité. On peut appeler son assurance qui elle va faire le nécessaire. Voilà, son assistance qui elle va faire le nécessaire pour trouver le poste de police ou de gendarmerie qui va pouvoir appeler le dépanneur agréé, puisque sur l'autoroute, oui, c'est obligatoire. Voilà. Par contre, Jean-Luc, c'est intéressant ce que tu disais, l'ami Jean-Luc, c'est hyper intéressant ce que tu disais. Waze, il y a un système d'assistance sur Waze. Non, mais qui géolocalise l'endroit où on est en panne. C'est génial. Alors, voilà. Donc il suffit d'appuyer et puis hop, ça téléphone. On sait exactement où on est. Alors bon, si on a une bande, bien sûr, si on a une bande qui est pas loin. Google Maps aussi. En le faisant en sécurité, on peut se rendre à la borne. Mais il y a les bornes, ces bornes orange en fait le sont en application aussi sur le téléphone. D'accord. Rapidement, Luc Le Baron, parce qu'on va arriver à la fin de notre rendez-vous. Qu'est-ce que les dépanneurs n'ont pas le droit de faire que les clients potentiels en panne aimeraient qu'ils fassent? C'est-à-dire qu'on peut monter devant avec eux, on n'a pas le droit de réparer sur place. Voilà, dites-nous un petit peu les choses comme ça. Normalement, dans le forfait réparation autoroute, il y a une demi-heure d'intervention sur place de prévu. Mais dans les 3/4 du temps, on préfère monter la voiture sur le plateau, sortir à la première sortie ou à la première aire où on sera en sécurité pour pouvoir intervenir et faire les travaux si c'est possible de le faire sur place. Sinon, on évacue. Bon, la plupart des gens veulent tout de suite repartir. Bon, c'est un peu normal. Surtout si c'est le départ pour les vacances. C'est clair. Exactement. Et c'est des grosses pannes, Luc, que vous avez habituellement là sur les autoroutes, ou c'est de la petite panne, de la crevaison, de la panne d'essence, des choses comme ça? Ouais, il y a beaucoup de pannes comme ça. Il y a beaucoup de crevaisons, de pannes, de courroies d'accessoires qui cassent. Des fois en été, si l'entretien n'a pas été fait correctement ou les contrôles n'ont pas été faits correctement, on peut avoir des chauffe-moteurs. Oui, il y a tout ça qui est. Ce que je vous propose, Monsieur Le Baron, puisque nous allons être ensemble tout le mois d'août, semaines suivantes, on va faire l'épisode. À partir du 7 août prochain, donc les 4 samedis du mois d'août, on sera avec vous pour les conseils dépannage, les conseils pratiques pour bien préparer sa voiture et les conseils un peu pratiques pour réparer s'il y a besoin des petites pannes. Voilà, à tout à l'heure. On ne se dit pas à tout à l'heure, on va se dire au 7 août, ça vous va? On se retrouve le 7 août, pas de souci, avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Merci Luc, au revoir. Merci à tous les deux, à très bientôt. Merci. Luc Le Baron, qui est donc garagiste, dépanneur et surtout président de l'association Fier d'être dépanneur. Vous pouvez tout savoir d'eux sur, on va dire, Internet en général. On y trouve tout. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous continuons notre rendez-vous avec une autre question pratique auto, question auto avec François qui nous rejoint. Bonjour François. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour François. On vous écoute. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport à la nouvelle 308 qui va sortir, qui va être disponible vers septembre-octobre. Oui. Moi je roule déjà en 308, c'est ma 3e. Là actuellement j'ai une 1 litre de PureTech 130 avec une boîte EAT8. D'accord. J'en suis super content. Bah, c'est une chouette auto, en plus elle est jolie, ça tient super bien la route, c'est confortable. Ouais, avec ce châssis, ce moteur et cette boîte, je trouve que j'habite à Grenoble, donc je fais souvent de montagne. Oui. Donc vous profitez vraiment du châssis de la voiture. Ouais. Ah ouais, grimper l'école avec cette formule-là, moi je trouve ça génial. Mais donc je suis en LOA, mes 37 mois sont bientôt finis, là, mi-août. D'accord. Et le garage me propose la nouvelle. D'accord. Alors évidemment, elle est proposée aussi en hybride. Ouais. Et j'ai vu les documentations depuis 2 jours, là, et je me pose la question si je vais retrouver le même agrément de conduite avec la nouvelle, déjà. Alors, si c'est une nouveau plateforme, je ne sais pas. Alors, et avec hybride rechargeable. 300 kilos de plus, etc. C'est une nouvelle plateforme, hybride rechargeable. Ouais. Donc l'hybride rechargeable, puisque vous êtes obligé de la brancher. Alors, vous pouvez la brancher ou pas, mais c'est mieux effectivement de la brancher, vous allez bien baisser les consommations. En plus, vous êtes dans une ville, si vous êtes à Grenoble, où ils sont assez sensibles à l'écologie. Donc, sensible, vous êtes gentil. Oui, voilà, j'ai pas voulu être méchant. Mais non, mais en termes d'agrément, alors la voiture va être un petit peu plus lourde que celle que vous avez, mais ça va 300 kilos quand même. Ouais, mais ça va être compensé par l'ajout du couple du moteur électrique. Alors, vous avez vu qu'elle sera disponible en 2 niveaux de puissance, cette hybride rechargeable. Alors tout dépend la niveau de finition qu'on choisit. Le 225, il est pour le très haut de gamme. Voilà, c'est ou 180 chevaux ou 225 chevaux. Mais 180, ça doit être suffisant. Et vous avez de toute façon le même moteur électrique dans les 2 cas. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est justement l'apport de ce moteur électrique. Vous me demandiez, est-ce que dans les côtes, ça va être mieux ? Oui, ça va être mieux. Parce que vous aurez une réponse instantanée avec le couple du moteur électrique. Et là, ça va être intéressant aussi pour vous, c'est que dans les descentes, vous allez recharger la grosse batterie. Alors, ils me disent au garage qu'on recharge à peu près 5 à 10% de la batterie en descendant, en roulant. On peut recharger 100%. Ça dépend de la hauteur de la montagne, exactement. En fait. Je ne sais pas pourquoi ils vous racontent ça. Mais oui. Moi, ça m'a paru bizarre comme réponse. Si vous montez à 2500 mètres et que vous faites toute la descente de col et que vous êtes en haut avec une batterie vide parce que vous êtes monté en utilisant en grande partie la batterie, quand vous allez redescendre, vous allez recharger la batterie à fond. Je ne sais pas pourquoi ils vous disent qu'on recharge 10%. Évidemment, c'est tout l'intérêt. Vous imaginez si un véhicule hybride, et à plus forte raison un véhicule hybride rechargeable avec une grosse batterie ne rechargeait que 10%, ça serait stupide. Ouais, et ce moteur, le thermique qui est avec, là, le 1,6 litre, écoutez, 4 cylindres, 150 chevaux. Il est plus onctueux que le moteur que vous avez. Ça veut dire quoi, plus onctueux pour un moteur ? Il est plus rond parce que vous avez un PureTech 1,2 litre qui a un 3 cylindres. Et là, on est sur un 1,6 litre avec une cylindrée plus forte. Alors, c'est normal qu'on ait pris un 1,6 litre parce que c'est le même, ça sera le même sur toute la gamme des hybrides rechargeables. Donc, ils n'ont pas fait plusieurs moteurs. Mais c'est un moteur qui existe déjà, que j'ai déjà essayé. La configuration hybride rechargeable, là, moi, je l'ai déjà essayé. C'est vraiment très onctueux. C'est super agréable à conduire. J'aime bien le mot onctueux pour un moteur. Oui, j'adore. Voilà. C'est onctueux. Donc, qu'est-ce qu'on dit à François ? On dit qu'il y va. Évidemment, il y va. François, il faut y aller. Il y va. François ? Il est parti déjà. On l'a dit, il est déjà parti. Bon, voilà. En tout cas, vous avez votre conseil maison de l'ami Jean-Luc. Merci beaucoup. On vous embrasse. Merci François. Quand est-ce qu'il y aura Sud Radio à Grenoble ? On y travaille. Merci. Vous pouvez sur le DAB+, nous retrouver également sur Grenoble. Et puis vous n'hésitez pas évidemment sur les applications Sud Radio. Régulièrement sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous retrouverez nos émissions un petit peu en décalé, mais vous les retrouvez. Et puis sur Internet en général, directement sur notre site. Tous les podcasts maintenant, on peut trouver l'émission. N'hésitez pas François. Et puis on y travaille, ne vous inquiétez pas. On ne lâche rien. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt François. À suivre, c'est l'essai auto de l'ami Jean-Luc, la Land Rover Discovery Sport Hybrid Flex Fuel. On a one again, and in live, in radio, your radio où l'on parle vrai, talk. Bon allez, dans quelques instants, on parle de votre essai voiture. Vous partez en vacances en Écosse, c'est ça Oui, j'essaye de ça. Là, dans pas longtemps. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans quelques minutes, avec vous, eh bien, nous avons, vous le savez, rendez-vous régulièrement à partir de midi avec Saroul et l'ami Pierre Chasseret qui va également vous donner la parole sur un sujet d'actualité. Mais on va, avant cela, monter juste à côté de l'ami Jean-Luc pour l'essai voiture de la semaine. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Je suis sûr que vous avez craqué avec ce Land Rover. Alors, j'ai craqué, mais pas tant que ça, en fait. Ouais. Alors, on va parler du Land Rover Discovery Sport Hybrid Flex Fuel. Exactement. Alors, après Ford, Jaguar Land Rover a décidé de commercialiser une gamme de véhicules Flex Fuel. Qu'est-ce que c'est que Flex Fuel ? Ça veut dire que ça peut marcher soit avec du super samplon 95, soit avec du super éthanol E85. Quel est l'intérêt ? Vous le voyez. L'argent. Quand vous passez à la pompe. Alors, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Quand on passe à la pompe, c'est vrai qu'on voit 0,66 € à la place de 1,60 €. On se dit, tiens, ça va dans ma voiture, ce truc-là. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que on a un carburant qui est français et qui est plus écologique, puisque les betteraves sont faites dans le Nord. Alors, il n'y a pas que de la betterave. Il y a quoi, tiens, d'ailleurs, dans l'éthanol ? Il n'y a pas que de la betterave. Il n'y aurait-il pas de la betterave ? Mais oui, il y en a. Alors, c'est 60% à peu près la betterave, c'est du blé fourragé pour environ 35%, et pour les 5% qui restent, c'est fait à partir du raisin. Moi, j'adore le raisin. C'est pour ça que je l'ai essayé dans le Bordelais, en fait. Moi, j'adore le raisin. Parce qu'en fait, on fait plein de choses avec. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec le raisin ? On fait des crèmes de beauté pour les femmes, on fait des jus de fruits super. Comme je disais tout à l'heure, et puis, accessoirement, de magnifiques temps en temps, on fait du vin. Voilà, magnifiquement. Voilà. Et en plus, ça n'empêche pas de faire du vin, parce qu'on récolte le jus pour faire du vin. Et puis, le mou, c'est-à-dire ce qui reste, le marc. Alors vous allez me dire, dans certaines régions, on fait quand même de l'alcool comme la Bourgogne. Voilà, mais pas que. On le transforme en éthanol, et c'est de l'éthanol. Il y a moins 95% d'émissions de CO2 avec ce carburant-là, c'est bien. issu du raisin. Et sur le global, le 85 en France, c'est moins 70% d'émissions de CO2, c'est moins 90% d'émissions de particules, et c'est moins 90% d'émissions de NOx. Bon, on va revenir sur notre Land Rover dans quelques instants, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne pas pousser plus que ça depuis alors, des années ? On pousse, mais on pourra pas remplacer tout le parc par des véhicules éthanol. La problématique, c'est ça, c'est que la production aujourd'hui, elle occupe 1% de la surface agricole. Si on décide de faire plus, fatalement, il y aura une concurrence alimentaire. Oui. Donc on peut raisonnablement dire on va multiplier par 2. Mais au Brésil, ils le font. Enfin, excusez-moi, Jean-Luc Moreau, mais au Brésil, ils le font. C'est quand même leur carburant numéro 1. Alors, c'est pas forcément le numéro 1. Avec le truc de canne. C'est un gros producteur, avec effectivement la canne à sucre. Le truc de canne, le festival de Cannes. Le sucre de canne. Non, c'est un gros producteur de pétrole, le Brésil aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est quand le pétrole est pas cher, les voitures roulent à l'essence, et quand le pétrole est cher, les voitures roulent à l'éthanol au Brésil. Et quand elles roulent à l'éthanol, la pollution est divisée par 3 dans les grandes villes. C'est le même parc automobile. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt en termes de pollution à rouler avec ça. Et nous, on verra surtout l'intérêt économique, puisque ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et il n'y a pas que ça. Revenons au Discovery. C'est quoi le Discovery ? Il a été restylé l'année dernière. Alors, c'est pas que un restylage, parce que la plateforme a été modifiée. C'est la plateforme de l'Evoque maintenant. C'est quand même un beau bébé de 4,60 m de long. Il a un très grand coffre, 780 litres jusqu'à 963 litres, parce que les banquettes arrière coulissent. Il y a même 2 sièges supplémentaires dans le coffre. Donc c'est un 7 places. Le traitement de l'intérieur, c'est très luxueux. Et en plus, moi, j'avais la finition HSE. C'est la finition haut de gamme. Elle est fait des hautes écoles ? Oui, c'est ça, ça fait riche. Ça fait riche parce qu'il y avait déjà 9 000 € d'options quand même dans la voiture que j'ai essayé. Bon, sous le capot, moteur 4 cylindres, 2 litres turbo accouplé à un système d'hybridation légère, 48 volts, ça permet de baisser un peu la consommation. 200 chevaux, 320 Nm, c'est pas mal. Au super, et quand on passe au super éthanol, parce qu'on n'en parle jamais, mais sur un moteur turbo, en plus là qui a été fait en usine, on gagne environ 10% de puissance, ça veut dire qu'on va passer à 220 chevaux, et non seulement on gagne en puissance, mais on gagne en agrément, parce que le fonctionnement est plus doux, et puis le moteur est moins bruyant. Alors, vous allez avoir des performances qui sont un petit peu améliorées, c'était nécessaire, le bestiau il pèse 2 tonnes quand même, donc c'est vrai. Le fonctionnement à l'alcool, je vous l'ai dit, il est plus silencieux, c'est bien parce que sur le véhicule que j'avais, on avait des roues de 20 pouces. Alors, vous savez que j'aime pas les grosses roues. Et c'est vrai que ça remonte pas mal à la fois des petites irrégularités. On parle de pneus, là. Oui, on parle de pneus. De roues-pneus. On parle de roues-pneus. Pas de boudin. Voilà. Non. C'est un peu dommage.
j'attendais un peu plus de confort. C'est pour ça que vous m'avez demandé tout à l'heure, voilà. Parce qu'il s'est Range Roverisé. C'est un mot qui n'existe pas, mais bon, il s'est Range Roverisé, ce Discovery Sport. Il est plus luxueux, voilà, et on s'attend à un truc super moelleux. Et en fait, non. Avec cette suspension-là, parce que vous avez en option, parce que sur le catalogue des options, vous pouvez en rajouter encore, vous avez une suspension active magnétique qui est proposée, et ça, je vous conseille vraiment de la prendre. D'ailleurs, de toute façon, quand on va voir l'addition, vous n'en serez plus à ça près. Vous direz, OK, d'accord, je prends la suspension active magnétique. Alors, le comportement, il a fait des progrès par rapport à l'ancienne génération. C'est pas un BMW en termes de précision de conduite. Par contre, c'est vrai que c'est plus dynamique que c'était avant. Et puis surtout, beaucoup de sécurité parce que vous avez 4 roues motrices permanentes. C'est la signature d'ailleurs de Land Rover, hein, quand même. C'est eux, on va dire, c'est eux qui ont inventé le SUV avec le Range Rover. Hein. Voilà. Alors, tout ça, ma bonne dame, ça pèse, surtout quand on arrive à la pompe. Même sans jouer les Fangio, on consomme plus avec l'éthanol qu'avec l'essence, hein, parce qu'il y a moins d'énergie dans de l'éthanol. Donc, on a environ entre 15 et 25% de surconsommation. En étant raisonnable, j'ai consommé 16 litres au 100, donc ça fait quand même un peu. En étant raisonnable. Oui, en étant raisonnable. Bon, ça fait les 100 km à 10,50 €. Alors vous allez me dire, ouais, c'est cher. Alors moi, avec 10,50 € d'éthanol dans la Yaris hybride, je fais 250 km. Donc on en fait 2 fois et demi moins. On peut pas comparer. Oui, on peut pas comparer. Non, c'est pas la même voiture, c'est pas le même poids. On est d'accord. Mais c'est quand même moins cher qu'au diesel. Oui, mais quand ça même. Coûte, avec un Discovery Sport diesel, ça vous coûte plus non, mais que d'accord, 10,50 € mais il consomme moins de diesel. Oui, c'est un faux problème. Non. Mais ça vous coûte moins cher. Oui, mais il consomme moins de diesel. Là, il consomme plus de. Oui, mais il va émettre plus de CO2. Consomme beaucoup quand même. Bon. Et alors le prix, parce que Alors vous échappez au malus. Alors que tiens, bah voilà, sur le diesel, vous avez 2700 € de malus, bien fait. Là, vous n'avez pas de malus. M'en fous. Voilà. Non, je Land Rover fait cadeau de l'adaptation à l'éthanol, c'est gratos. Bah, ils peuvent, hein. Bah oui, vous combien allez me dire, il va me coûter voilà, ils peuvent parce qu'il coûte 62 420 € dans cette finition HSE. Alors, il y en a un beaucoup moins cher, hein, ça démarre à 35 000, mais celui-là, il coûte 62. En plus, je vous ai dit, pas loin de 9 000 € d'options. Ça fait 71 000 € au total. Bon, on va pas démocratiser tout de suite l'éthanol avec ce véhicule-là. Ça s'adresse à une clientèle, on va dire, elle est professionnelle, parce qu'en plus ils peuvent récupérer la TVA sur l'éthanol, 80% de la TVA. Non, mais c'est bien, c'était bien de le tester quand même. Ah, mais c'est très bien. Et c'est quand même un super véhicule. Ah oui, c'est une super auto. Voilà, oui, et nous on aime ça, les super autos, quel que soit leur prix, même si on va pas tous les acheter. Bon, bah super. Et puis vous pouvez voir, évidemment, si vous voulez en voir plus, parce qu'il y a quelques petits gadgets que vous verrez, le rétroviseur caméra. Alors, où est-ce qu'on peut voir tout ça? C'est que vous filmez vos essais. Oui, je filme les essais, on les voit sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Voilà, vous allez mettre ça en ligne dans le courant de la journée. Exactement. Eh bien, super. Merci beaucoup. Il s'agissait de l'essai de l'ami Jean-Luc sur le Land Rover Discovery Sport Hybrid Flex Fuel. Tout ça sans respirer. Maintenant, on va prendre le temps de vivre et on va aller se balader sur la traversée de Paris. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Moi, j'adore ce rendez-vous qui a lieu 2 fois par an et avec son président, Jacques D'Andrea. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jacques. Vous allez bien? Très bien, avec vous, on va toujours bien. Alors, demain 25 juillet, 14e traversée de Paris estivale. Alors, j'y suis tous les ans, moi, Lolo. Vous y serez demain? Ouais, j'y serai. Fidèle, c'est bien. On apprécie. Avec quelle voiture vous y allez, vous? Je ne sais pas encore, peut-être l'Alfa Romeo. Non, je vais vous dire, non, j'y serai avec la 504 Cabriolet. Parce que Peugeot, enfin l'aventure Peugeot Citroën qui participe à l'événement m'a demandé de venir avec la voiture. Génial. Qu'ils ont restaurée, donc je serai là demain matin avec cette belle 504 Cabriolet rouge. Un petit mot sur Jacques D'Andrea, sur cette traversée de Paris pour ceux qui en entendent parler. On espère retrouver tous les auditeurs de Sud Radio pour faire la fête avec nous, parce que c'est vrai qu'on sort de cette période difficile du confinement et de cette série noire, on va dire. Et donc cette 14e traversée de Paris, ça va être la traversée de la fête, du dynamisme. Ça, voilà. 700 voitures d'attendues. Alors on va juste rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout, qui arrivent là pendant l'été à l'écoute de Sud Radio, puisqu'on est le 24 juillet, donc on a peut-être des auditeurs qui arrivent. C'est en fait, depuis des années, une traversée de Paris qui part du château de Vincennes. Et qui va jusque dans les jardins de l'Observatoire à Meudon, où il y a un pique-nique d'organiser. Et d'ailleurs, alors on commence par la fin, quand toutes les voitures seront au pique-nique, les visiteurs peuvent venir admirer les voitures et une vue sur Paris qui est absolument exceptionnelle. Voilà. Absolument, c'est bien. Et puis cette année, une nouveauté justement pour être dans l'air de la fête, on va avoir un orchestre, donc on va pouvoir danser, je dirais pas jusqu'au bout de la nuit, mais qui sait, voilà, donc ça devrait être une ambiance vraiment festive. Il y a un petit côté gaguette.
Voilà, guinguette, enfin jazz, rock, il y aura un peu tous les styles, comme l'esprit de notre traversée de Paris qui rassemble toutes les catégories de véhicules, vous connaissez très bien, des avant-guerres jusqu'au modèle des années 60 et bien après même. Donc, faut que chacun s'y retrouve dans cette ambiance. Ouais. Alors en plus, ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui veulent pas se lever super tôt. D'habitude c'était le départ aux alentours de 7h, ça piquait un peu les yeux. Là c'est 8h30 là. C'est confort. Oui, c'est vrai. On a un petit peu adapté aussi parce que on va quand même maintenir un peu les gestes barrières. On est quand même prudent. Donc, on va faire comme on a fait pour la traversée en janvier, un départ lancé, si on peut dire. Chaque participant prendra son sac. Voilà, il y aura toute une équipe au départ, de façon à éviter quand même un peu, on va dire, les contacts trop proches, si je peux me permettre de dire ça. Voilà, donc ça va bien se passer. Les gens auront un peu plus de temps pour se balader dans Paris. Et donc cette année, vous avez vu le thème, c'est les places. Le thème, c'est les places parisiennes. Alors j'ai appris qu'il y avait 500 places dans Paris, c'est incroyable. Alors c'est pas des places de stationnement, les places de la Concorde. La maire de Paris a décidé de les supprimer. Ça nous a fâché juste au mois de juin, là, c'est sûr, des places de stationnement. Non, les places de la Concorde, place place de la Concorde, c'est la plus connue, c'est la plus grande d'ailleurs. Oui. Et alors, vous donnez pas le parcours. On a sélectionné 39 places. 39 places. Parce qu'on était obligé de faire une petite sélection. Donc, comme toujours, l'itinéraire, on va le garder un petit peu confidentiel jusqu'à demain matin. Un peu surprise le dimanche matin. Enfin, cela dit, vous donnez quelques indices. Par exemple, il y a je suis le dauphin de la place Dauphine, de la place Blanche à mauvaise mine. Voilà. Et alors, une fois de plus, évidemment, il y a ceux qui participent à partir de demain, donc rendez-vous à 8h30, puisque demain, on sera le 25 juillet. Mais après, le public peut vous voir sur le bord des routes et, comme vous le disiez, comme tu le disais, Jean-Luc, vous rejoindre à l'observatoire. Tout le monde peut venir à l'observatoire. Et en plus, il y a quelque chose de très bien, c'est que ceux qui n'ont pas de voiture ancienne, qui veulent participer, il y a des bus qui partent de Vincennes. Super. C'est vrai. Ah, génial. Et puis on a des amis cyclistes aussi qui nous suivent. Donc c'est tout le avec un vélocipède. Bon, pour grimper à Meudon, ça va pas être simple. Et donc juste pour conclure, Peugeot Citroën spécial cette année. Donc cette année, on est très honoré d'avoir l'aventure Peugeot Citroën DS. Et puis on aura aussi les équipes du salon Rétromobile. Ah oui. Vous savez qu'il n'a pas ça pu tombe avoir bien, lieu, parce que je travaille aussi nous. pour Rétromobile. Tiens, on fera des visites guidées pour le prochain salon Rétromobile. Voilà. Donc des amis. Et bon, vous venez, on vous paiera un coup de saucisson puis un coup de rouge demain. Oui, si on s'occupe du rouge, nous. Avec l'ami Alain Marty, que vous retrouvez à partir de 12h30 sur Sud Radio et son rendez-vous Invino. Merci beaucoup, Jacques d'Andrea. Merci, Jacques. Merci, au plaisir. À demain. Demain surtout. Allez, à demain pour cette super 14e traversée de Paris estivale en véhicule d'époque. Et vous verrez l'ami Jean-Luc avec sa 504 Peugeot coupée et cabriolet. Non, cabriolet. Juste cabriolet. Moi, j'aimais bien la coupée aussi, mais bon. C'est deux super voitures. Moi, je trouve que c'est parmi les deux plus belles voitures françaises de tous les temps. Vraiment, la ligne, elle est magnifique. Bon, allez, on y va ? Oui. Et voilà, donc rendez-vous demain matin à 8h30, départ du château de Vincennes, arrivée sur le parc de l'Observatoire de Meudon. Et si vous avez envie d'aller voir toutes ces voitures, vous y êtes bien sûr les bienvenus. Et c'est gratuit, l'entrée sur le parc de Meudon, il n'y a pas de souci. À suivre, on va parler pneus, parler bien avec ce quiz sympa. Le quiz de l'été. Le quiz de l'été sur les pneus. Et puis, dernier rendez-vous avec vous, ce sera quelle voiture choisir, quelle auto choisir. Et vous pouvez poser vos questions à Jean-Luc Moreau sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Quelle auto choisir ? Ce sera le dernier rendez-vous de notre émission ce matin. Sud Radio, parlons vrai avec On Parle Auto, avec ce 24 juillet, qui va voir d'ailleurs pour certains d'entre vous la fin des vacances. Bon courage. Pour d'autres, le début. Waouh, profitez-en. Et pour une partie, vous êtes au milieu de vos vacances. J'espère qu'elles se passent bien et vous pouvez écouter Sud Radio partout en France. Tout de suite, tiens, puisque vous êtes beaucoup à être encore sur les routes en cette matinée du samedi, quiz sur les pneus, ça c'est une idée de l'ami Jean-Luc. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Très bonne idée, l'ami Jean-Luc, un quiz sur les pneus. Mais je me suis dit, tiens, on va faire un sujet vacances. Cool. On va prendre toutes les idées reçues à la noix sur les pneumatiques. Et comme ça, je vais pouvoir coincer Dame Laurence. Et on va en parler avec Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors tiens, vous répondez pas tout de suite, Cyril. Je pose la question à Dame Laurence. Oui. Bon, alors,
Dame Laurence, oui. Les rainures sur les pneus, on sait que ça sert à évacuer l'eau. Mais est-ce que ça sert uniquement à évacuer l'eau? Non. Tic, tac. Tu J'ai vois. envie Alors de dire non, non. non, faut que je réfléchisse un peu. Ah oui, non, faut motiver la réponse. Et puis, oui, bien sûr, oui, mais oui, virgule, non, virgule. Et vous qui écoutez Sud Radio, soit au volant de votre auto, là, ou tranquillement à la maison, c'est quoi votre réponse? Vous pouvez d'ailleurs répondre sur Facebook. Tiens. Sur la page Sud Radio de Facebook. Alors pourquoi je dirais non? Je dirais non parce que d'abord ça me sert aussi de témoin d'usure, ça c'est important, et puis j'ai l'impression que ça sert aussi à la prise au sol de la voiture. Pas tout à fait. Bon, voilà, bon. J'ai essayé. Hein. Ouais. Bon, Cyril, alors la bonne réponse c'est quoi? Alors Laurent, c'était pas loin d'avoir les bonnes réponses. Ça sert effectivement à évacuer l'eau quand il pleut, puisque ces sillons sont là pour accumuler de l'eau en fait dans la sculpture et dans la bande de roulement quand le pneu roule sur l'eau. Donc ça évacue puis ça stocke de l'eau. Sur la neige, c'est le même principe. Quand vous roulez sur la neige, ça capture de la neige qui va se rester stockée dans la sculpture et puis faire de l'adhérence sur la neige. Donc ça, c'est très bon. Ça sert aussi, effectivement, on a un petit témoin en fond de ces sillons qui sert à mesurer la hauteur sculpture restante pour ne pas dépasser ce témoin d'usure et donc démonter les pneus lorsqu'ils arrivent en France à 1,6 mm. C'est la loi. Voilà, on n'a pas le droit d'aller au-delà de ces témoins d'usure. Et puis, il y a une autre fonction qui n'est pas non plus négligeable, ça sert aussi à ventiler. Ventiler la sculpture pendant l'été. Ah oui, ça permet une évacuation un petit peu de la chaleur pendant l'été grâce à du brassage aérodynamique aussi autour du pneu. Oui, parce que c'est vrai, Jean-Luc, on roule là, par exemple, ceux qui sont en train de rouler sur l'autoroute, là, on chauffe le pneu, quand il fait très très chaud. Voilà, donc un pneu qui est neuf, il chauffera moins qu'un pneu qui est usé. D'accord. Voilà. Parce que du coup, ça sert à ventiler. Ah oui, ça fait des couloirs d'air, en fait. Aussi. Alors, deuxième question. Attention. Est-ce que le pneu est un bon isolant? Alors, je vais laisser durer un petit peu le suspense, mais j'ai envie de dire oui. Ça me paraît presque d'une logique imparable, parce que sinon, ma voiture, par exemple, quand il y a les orages et les éclairs, ça deviendrait une espèce de, comment ça s'appelle en physique, électricité, ça? Une cage de Faraday. Mais c'est une cage de Faraday. Mais du coup, grâce une cage aux de Faraday, elle n'est pas isolée complètement. Non, mais sauf que, mais du coup, les pneus me permettent, avec le sol, d'être un peu isolé au sol. Bon. Oui ou non? Alors là, c'est pas bon, on est d'accord, Cyril. C'est non. On est d'accord. Donc c'est pas bon. Donc c'est pas ça. Justement, en fait, c'est une des raisons principales pour laquelle vous êtes vraiment en sécurité quand il y a un orage dans votre voiture. C'est que si jamais l'orage frappait la voiture, ça fait cage de Faraday. Oui. Et ensuite, les pneus permettent le contact avec le sol et donc d'évacuer toute l'électricité vers le sol. Donc un pneu, ça n'est pas isolant. Non, par contre, ça permet... Le pneu n'est pas isolant. Et d'ailleurs, en fait, on a un test d'homologation en Europe et dans tous les pays du monde pour s'assurer que le pneu conduit suffisamment l'électricité pour que même quand vous roulez, quand il n'y a pas d'orage, en fait, le fait simplement de rouler et de frotter votre voiture au contact de l'air, un petit peu pour ceux qui se rappellent quand on était jeune. Il y avait la queue de Mickey qui pendait derrière. Voilà. On n'a plus besoin de ça maintenant. On n'a plus besoin de ça, parce qu'en fait, le frottement de l'air sur la voiture la charge en électricité statique et il faut qu'elle puisse se décharger au travers des pneus dans le sol. Voilà. C'est génial. Et ça, donc, les pneus doivent conduire l'électricité statique au sol. Eh ben voilà, j'ai appris quelque chose. Moi, bêtement, je me suis dit, oui, ça me permet de m'isoler du sol. Donc, non. Et d'ailleurs, ça fait une anecdote, c'est que dans les années 90, lorsque Michelin a inventé les premiers mélanges verts, ce qu'on appelait les mélanges verts à base de silice, on s'est aperçu que ces mélanges-là ne conduisaient plus l'électricité statique au sol. Ah oui, on prenait des châtaignes quand on ouvrait les voitures. Oui, c'est vrai. Quand on touchait les voitures. Mais je me souviens de ça. Voilà, d'où l'utilité de ces petites queues de Mickey qu'on mettait à l'arrière en gomme, là, qui servaient à raccorder la voiture au sol. Et depuis, on n'en a plus besoin, puisque maintenant, tous les pneus conduisent l'électricité correctement au sol. Voilà. Super. Alors, autre question. Est-ce que gonfler ses pneus à l'azote, c'est un gage de sécurité? Pendant un temps, c'était une grande mode. Il y avait des petits capuchons verts. On gonflait ses pneus à l'azote. On vous disait, comme ça, les pneus perdent moins, parce que c'est vrai que ça se dégonfle moins vite avec de l'azote. Est-ce que c'est vrai ou pas, tout ça? Alors là, moi, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Moi, j'ai une partie de la réponse. Ouais. J'ai l'impression que non, mais peut-être. Oui, en fait, le gonfler ses pneus à l'azote permet d'abord une meilleure stabilité thermique du pneu. Donc, on va moins échauffer l'air interne du pneu. Deuxièmement, c'est plus stable aussi en termes de perte d'air. D'accord. Voilà. Et puis, un autre avantage qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est beaucoup plus long terme, c'est que l'azote est sec. Et au contraire de l'air, qui a de l'oxygène dedans et de l'eau. C'est moins corrosif. Et voilà. Et en fait, même si on dit qu'un pneu est complètement étanche, il y a toujours un petit peu d'air qui passe au travers du pneu toute sa vie. Et en fait, quand l'air passe avec chargé d'eau,
en fait, il va venir peut-être corroder l'intérieur du pneu, un petit peu comme le fer qui rouille. En même temps, Cyril, parce que vous êtes en train de nous vendre l'azote, alors qu'en plus c'est payant, alors que le gonflage à l'air, ça peut être gratuit. Mais l'air, c'est déjà 80% d'azote. C'est pas un peu cher pour juste les 20% qui restent? Et bim Non, justement, parce qu'effectivement, on évacue la partie corrosive finalement. Ouais, mais les gens en plus, il faut. Ouais, c'est cher. Hein. Non, mais c'est cher, et puis en plus, les gens font n'importe quoi. Ils gonflent leurs pneus à l'azote, puis après, ils refont un ajout avec de l'air. Alors, si vous faites le gonfler à l'azote, c'est bien si vous le faites tout le temps. Bah voilà. Si vous faites des allers-retours entre l'azote et l'air, ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais en fait, oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on gonfle nos pneus là où on peut les gonfler. Exactement. Et là où on est. Et puis avant de les gonfler, il faudrait déjà les dégonfler complètement. Ensuite, il faudrait les surgonfler et les redégonfler à la bonne pression. Oui, on a autre chose à faire, c'est les vacances. Bon, dernière question, parce qu'après, on a notre dernier rendez-vous. Alors tiens, pour ceux qui ont eu la flemme de changer leurs pneus hiver et qui roulent avec des pneus hiver cet été là, est-ce qu'il est dangereux de rouler avec un pneu hiver? Alors je parle bien d'un pneu hiver en été. Bah non, on va consommer plus peut-être, mais je trouve pas. Moi personnellement, j'ai pas l'impression que c'est dangereux. Alors là, je dirais bam. 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 Parce que ça freine beaucoup moins bien. Mais oui, mais on n'est pas obligé de rouler à 300 km/h. Non, mais même à 130 sur l'autoroute. Moi, je pense que c'est plus dangereux de rouler avec des pneus été l'hiver que le contraire. Alors voilà, c'est pour ça que c'est une très bonne question. On a souvent parlé de ce danger que beaucoup de gens connaissent, de garder ses pneus été pendant l'hiver. Ouais. Et c'est le même danger, c'est-à-dire qu'en fait, on a une gomme qui n'est pas conçue pour fonctionner dans les conditions qu'elle va utiliser, qu'elle va rencontrer. De la même façon, garder ses pneus hiver pendant l'été, la gomme de pneus hiver, elle n'est pas conçue pour fonctionner à 25-30 degrés. Et donc, elle va avoir des performances très dégradées. Ça peut aller jusqu'à 20% d'adhérence en moins sur route mouillée. Oui, donc c'est pareil. On a effectivement des distances de freinage beaucoup plus longues. Et surtout quand vous allez avoir un gros orage d'été. C'est ce qu'on appelle, les gens connaissent ça sous le nom de verglas d'été. Quand vous avez une période très sèche et que brutalement il se met à pleuvoir, toutes les huiles qui sont dans la route ou les saletés remontent. Et la performance d'adhérence va se dégrader. Sent, hein. Les motards le sentent surtout. En plus, qui sont moins performantes que leur gomme n'a pas été conçue pour ça, c'est encore plus dangereux. Et puis en plus, en stabilité, un pneu hiver, il est quand même moins bien conçu pour ça, puisqu'il est prévu pour accrocher sur la neige, donc avec des petites lamelles qui vont un peu... On en reparlera l'hiver prochain, Cyril, si vous le voulez bien. Voilà, on reste en l'été, là, parce qu'on est le 24 juillet, on profite de l'été, déjà. Voilà, bon, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup, Cyril. Merci d'être venu. Et puis, à bientôt. Hein. Et puis, bonnes vacances à vous. Et puis, on aura l'occasion, évidemment, de vous recroiser sur l'antenne de Sud Radio avec beaucoup de bonheur. Cyril Roger, expert innovation chez Michelin. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et on arrive à la fin de notre rendez-vous concernant ce 24 juillet avec Samuel qui nous rejoint. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. On a un petit souci de qualité. Samuel, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends. Oui, mais nous on ne vous entend pas bien parce que vous êtes dans une cave, non? Alors, levez le bras. Levez la jambe. Oui, mais ça fonctionne pas. Alors, Samuel, on arrive à la fin de l'émission, donc si vous le voulez bien, restez avec nous. Je vais poser la question pour vous à l'ami Jean-Luc, puisque si on prend le temps un peu techniquement d'essayer de vous récupérer, on risque d'arriver à la fin de l'émission, on n'aura pas entendu la question. Et changez de place pendant ce temps-là, si vous le pouvez, pour peut-être retrouver un réseau correct. Alors, Samuel, voici la question et voici son besoin, l'ami Jean-Luc. Il est à la recherche d'un véhicule pour faire 5000 km par an pour le travail, 10 km aller-retour par jour. Moi, je dirais prendre le vélo. Son budget est de max 5 000 €. Il est tenté par un Peugeot, la fameuse Peugeot Ion, la Citroën X0 ou la Smart Ford Foo électrique. Voilà. Quelle est la plus fiable et la plus robuste, nous demandait-il. Bon, déjà, alors on va tout de suite laisser de côté la Smart. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Smart dernière génération en électrique qui est bien. Et avec un budget de 5 000 €, il n'en trouvera pas en occasion. Donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. D'où les 10 km par jour. C'est pour ça que l'électrique est intéressant. Là, pour le coup, soyons nets. Alors, la petite Peugeot Ion ou la Citroën C0, c'est la petite sœur de la Mitsubishi. C'est une voiture japonaise, en fait. Vous savez, c'est la Mitsubishi e-MiV. C'est imprononçable, ça c'est vrai, mais Mitsubishi, déjà le nom n'est pas facile. Et ils aiment bien les noms compliqués. Voilà. On peut en trouver à 5 000 € d'occasion. On peut en trouver à 5 000 €. C'est une petite voiture qui est hyper fiable. Donc ça, de ce côté-là, il y a zéro souci.
En revanche, il faut quand même avoir présent à l'esprit que c'est maximum 100 km d'autonomie. Oui. Bon, là, pour Mais faire là, 10 km par jour, c'est top. ça fait 10 km aller, 10 km retour, ça fait 20 km. Il pourra même aller faire des courses un petit peu plus. Non, 10 km aller-retour par jour, c'est peut-être même que 10 km. C'est pour ça que je disais le vélo, c'est bien. Et en plus, ça marche pas mal. Hein. Bon, c'est limité à 130 km/h, mais par contre, ça fait 67 chevaux pour une petite voiture. Moi, la première fois que j'ai essayé cette petite e-MIV dans Paris, je me souviens, on était à un feu rouge, il y a une grosse Mercedes classe S qui s'est mise à côté de moi dans la file normalement qui était pour tourner à droite, avec l'idée de me faire une queue de poisson, c'est-à-dire pas gentil. Ils ont vu la petite bagnole, ils se sont dit avec sa voiture de Mickey, nous on va démarrer en et sans les oreilles. Exactement. Et en fait, au démarrage, je me suis dit attends, j'avais repéré ce qu'ils voulaient faire, j'ai accéléré à fond, je les ai laissés sur place. Ça les a... J'aime bien, c'était les deux David types contre dedans, Goliath. ils m'ont regardé, ils ont dit c'est quoi cet engin? Le prix donc à peu ça près marche pas mal. 5 000 € en occasion, on en trouve, il y en a pas mal. Alors la Peugeot, la Citroën ou la Mitsubishi, c'est la même. Super. Merci beaucoup. On a perdu Samuel entre temps, donc vraiment son réseau était pas du tout électrique, où il y avait un problème, ça marchait pas bien. Mais il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, voilà. C'est le problème des voitures électriques, c'est quand les batteries sont vides. Et pour tout d'ailleurs. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. On se voit la semaine prochaine. Oui, pour la dernière. La semaine prochaine, c'est un peu le chassé-croisé. Oui, on va vous faire une spéciale. Pour la dernière parce que vous partez en vacances, vous, en août. Et donc en août, je prends le relais. Je vais le dire, je vais en Bretagne. Oui, vous avez bien raison. Et donc moi, en août, je vais prendre le relais, voilà, tranquillou. Je vais vous garder la place au chaud, puis on vous retrouvera à la rentrée. En tout cas, on se voit samedi prochain pour le chassé-croisé. OK ? Allez, c'est parti. Gros bisous, à samedi prochain. Allez, à samedi prochain. Et quant à nous, restez avec nous sur Sud Radio. Tout de suite, ça roule avec Pierre Chasseret.